Salut Ludovic, je suis très content de te retrouver parce qu'en fait, on a déjà fait un essai, pour ne rien cacher, qui s'est pas avéré une grande réussite, en tout cas pour la première fois, mais je suis très heureux. En tout cas, là, je te retrouve, on est dans des bonnes conditions. On a un beau logiciel, l'image est bien, le son a l'air pas mal, donc normalement, ça devrait le faire. Merci beaucoup à toi déjà d'être mon deuxième invité pour ma vie de hockeyeur. Ma vie de hockeyeur, l'idée, c'est de raconter le hockey ailleurs et dans des pays peut-être qu'on ne soupçonne pas que le hockey existe, se développe. Donc, grand merci à toi déjà et puis bienvenue dans l'émission. De rien, plaisir partagé. Ça fait longtemps que je suis ton émission et puis ça me permet de garder un lien avec le hockey français de manière conviviale et c'est tout ce que j'aimais en France. Donc, non, je suis très content d'être avec toi et de partager un moment autour du hockey avec toi. Évidemment, je pense que les gens l'ont vu en miniature, etc. Mais est-ce que tu peux nous dire tout simplement où tu te trouves, puisque c'est ton lieu de vie et c'est là aussi où tu joues et tu entraînes? Alors, je suis à Hong Kong. Alors, je joue plus par contre, j'entraîne juste. Je suis à Hong Kong depuis presque 3 ans. Depuis 3 ans maintenant, parce que je suis arrivé à peu près à la même époque là, il y a 3 ans. Et puis je m'y sens très bien. Même si beaucoup de choses ont changé dans les 3 dernières années, euh, avec la rétrocession, enfin toutes les manifestations qu'on a eues, et puis maintenant le Covid, on va dire que les 2 dernières années ont été mouvementées, mais malgré ça, je me sens très bien ici et je suis très content d'être ici. Alors pour les gens qui ne sauraient pas exactement, est-ce que tu peux tout simplement déjà nous situer Hong Kong? On sait que c'est en Asie, mais voilà, c'est pas anodin en plus la position géographique et j'ai envie de dire géopolitique de Hong Kong. C'est vraiment Ouais. un endroit un peu à part au niveau du globe. Hong Kong, c'est au sud-est de la Chine, donc en Asie, hein. Et c'est ouvert sur toute l'Asie du Sud-Est, donc tout ce qui est Thaïlande, Malaisie, Philippines, tout ce qui est vraiment Vietnam, toute l'Asie du Sud-Est en fait. Et comme c'est côtier, on est aussi pas très loin de la Corée ou du Japon, par exemple, enfin quelques heures de vol et on y est quoi. Donc c'est assez ouvert, ça brasse beaucoup parce que bah, voilà parce que c'est attractif et c'est assez facile de se déplacer quand on est à Hong Kong en fait, vers Alors les vers l'extérieur. c'est un territoire qui n'est pas extrêmement grand au niveau taille, mais par contre, il y a une grande mixité. Puis j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté d'accueillir les savoir-faire, les volontés de l'étranger, etc. Ça fait peut-être une différence assez majeure par rapport à la Chine que tu as connue d'ailleurs aussi. Ici, il y a énormément d'expats, beaucoup de Français. Par exemple, il y a 5 écoles françaises, des grosses écoles. Bon, ma fille y va. Il y a, oui, il y a beaucoup d'expats. Ils font venir des expats pour leurs compétences quand ils n'ont pas ce qu'il faut ici. Parce qu'on peut pas venir on peut pas venir comme ça et dire je vais bosser à Hong Kong. Pour avoir son visa de travail, il faut pouvoir prouver qu'on est meilleur ou plus qualifié ou plus compétent que quelqu'un de local, ce qui est normal aussi. Donc, mais bon, il y a beaucoup d'expats et puis avant c'était une colonie britannique, donc il y avait beaucoup d'anglais Il y a une avant. tradition ouais, d'échange et de Ouais, multiculturalisme qui te plaît. En ouais, tout cas, toi justement, on y reviendra sûrement un peu après, mais qui a vécu à différents endroits du monde, parfois ponctuellement, comme en Suède ou un petit peu plus longtemps comme en Chine. Quitte à être un expat, ce qui est déjà une situation qui est particulière, autant être dans un pays voilà, qui est ouvert à ça et qui, ouais, et qui porte ça en soi quasiment, parce que la richesse de Hong Kong, elle se fait beaucoup grâce à l'apport aussi des expats. ouais. Non, ici enfin, c'est vraiment ouvert. Il y a vraiment beaucoup de cultures mélangées. Alors il y a la culture bien évidemment asiatique qui est très riche et que ce soit historique ou au niveau de la religion, tout ça, il y a beaucoup de temples, il y a un savoir-faire, une manière de vivre qui est complètement différente en Asie. Et puis en même temps, à Hong Kong, ils ont cette diversité d'avoir
avec tous les expats, un peu de culture européenne, un peu de culture nord-américaine, et puis tout ça mélangé, ça fait un bon mix. Et puis c'est très facile de s'y adapter en fait, une fois qu'on y est, parce que on arrive quand on est un petit peu en manque de culture européenne, ben, on peut rapidement aller auprès des Européens ou trouver un quartier où ça sera plus européen. Si on a envie de quelque chose d'un peu plus serein, ben, on peut aller dans un temple ou faire un peu un trek en montagne où on va pouvoir visiter un temple et puis se relaxer. Il y a vraiment tout. Sur un petit territoire, on a une diversité de paysages, d'ambiances, de cultures. Ouais. Ça, c'est un vrai luxe parce que on en avait parlé un peu la dernière fois, mais je crois que c'est pas facile de se loger, ça coûte très cher, etc. Parce que du coup, c'est un petit territoire voilà, Ouais. qui du coup fait que bah, les logements sont plus petits, un peu sur un peu comme Tokyo ou enfin voilà, des très grandes villes comme ça. Donc c'est cher, on n'a pas des habitations très grandes, du moins ça coûte de l'argent. Mais à côté de ça, il y a ce luxe de pouvoir tout faire assez facilement et de se dépayser très vite. Ah, c'est ça, c'est ça. Hong Kong, il y a 7 millions d'habitants, un peu plus, mais tout est super concentré. Donc, on est facilement dans des pas des gratte-ciel, mais des bâtiments où tu as 40, 60 étages. Et donc, tu te J'espère que retrouves c'est bien facilement isolé, en hein. hauteur. Ouais, non, c'est marrant. La première année où je suis arrivé, il y a eu un gros typhon. Et j'habitais à l'époque au 40e étage et le bâtiment bougeait, c'était impressionnant. Ah ouais, J'avais waouh, ok. la petite, elle s'était enfermée dans la salle de bain, elle avait peur. Mais bon, non, non, voilà, tout est concentré, mais ils ont une réelle volonté de conserver un espace naturel. Donc il y a beaucoup de montagnes. Euh, je- la grande passion des Hongkongais, c'est de faire des treks, des balades en montagne. Donc il y a beaucoup de parcours pour ça. On est entouré d'océans, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, tout l'espace littoral est assez sauvage. On peut aller faire de la plongée, on peut aller faire du surf. Et Et puis, au voilà, il niveau fait. climatique d'ailleurs, c'est un climat comment? C'est typique de l'Asie du Sud-Est? Comment tu le décrirais? C'est typique. Enfin, on a quasiment chaud toute l'année, quoi. Je dois mettre un pull et un pantalon un mois et demi dans l'année, pas plus. Donc, tu vois, on est 23 février, et puis je pense qu'il a fait pas moins de 30 degrés toute la journée, quoi. Ouais, ça c'est cool. Bah, ça éloigne un peu entre guillemets du hockey, d'une ambiance hockey, mais par contre au niveau qualité de vie, toi t'apprécies vraiment ça avec la famille et puis Niveau qualité de vie, ouais, ça permet de faire d'autres choses. On peut aller se balader, enfin, dès qu'on a un jour de congé, on peut aller se balader en montagne. Moi, je me suis mis beaucoup au surf ici et je peux surfer toute l'année. Y a pas, elle est un peu plus froide en hiver, mais ah, c'est je pense incroyable. qu'en hiver, elle fait la température de l'Atlantique en été. Alors, Donc, ah ouais, non, bah, ça va. c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vrai qu'en qualité de vie, là, ça fait rêver, etc. Mais je t'imagine voilà, avec ton sac de hockey dans Hong Kong. Et est-ce que tu passes pas pour un extraterrestre? Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent bah, ce que tu fais ou etc. Parce que le hockey en Asie de manière générale, mais à Hong Kong en particulier, ça doit pas être vraiment développé énormément, quoi. Comment tu qualifierais ça? Est-ce que ton expérience voilà, d'emmener ton matériel de hockey et tout fait que les gens se posent des questions et se demandent ce que tu fais? Je pense pas vraiment parce qu'en fait, il y a des patinoires les patinoires sont dans des centres commerciaux. On n'a pas de patinoire de centre sportif à proprement dit. C'est plus des patinoires conçues pour le loisir et pour accueillir les clients des centres commerciaux. Donc, euh, donc les gens, ils vont tous dans les centres commerciaux et ils passent tous un jour ou l'autre devant la patinoire qui est souvent en plein centre parce qu'ils veulent attirer les clients pour voir ça. Donc le Et du côté coup, loisir, c'est ça. Il met le côté ouais, patinage, loisir, s'amuser, ouais, un peu comme parfois nous on a des patinoires d'hiver, un peu ce côté ouais, ludique entre guillemets comme ça ils connaissent et puis ils ouais. apprécient, etc. quoi. C'est vraiment peut-être plus le côté sportif et le hockey sur Ouais, glace pour voilà. toi qui est un peu un défi à installer. Du coup, je pense qu'ils ont tous déjà vu au moins une fois un hockeyeur sur la glace parce que bah, soit il y a des entraînements parce que c'est pas une séance publique ou soit pendant les séances publiques, enfin toutes les patinoires ont
des entraîneurs locaux pour apprendre le hockey sur glace. Donc, ils coupent la glace. Enfin, ils réservent une petite partie de glace des séances publiques pour les cours privés d'artistique et de hockey. Donc, ils ont tous vu un petit qui faisait du hockey avec un des profs locaux sur les séances publiques. Ça, en fait, Donc, ouais, je pense que. tous les entraînements sont avec public, du coup, pour vous. Non, 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 non. Non, oui, ouais, ouais. Nous, on a du public, ouais, du coup. Par contre, on s'entraîne tôt le matin, donc des fois, le centre commercial est fermé. Ah, ok, ok. Il y a quand même des horaires. C'est pas que les horaires purs du centre commercial. Vous arrivez Ouais. à la… Non, 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 on a des horaires un peu. C'est un peu difficile. Les horaires, enfin, nous, le week-end est compliqué. Pour te donner un ordre d'idée, je commence à 6h30 le matin avec mes U8. Après, on a les U10. Donc, on a 2 heures le matin, très, très tôt le matin. On finit à 8h45. Et après, on a en fin de journée à 19h pour un match avec nos U15. Et le dimanche, on a pareil, 6h30, on a 2h30 avec nos U12, c'est des matchs. Et toute l'après-midi, enfin de 3h à 22h pour notre City League. Donc ouais, ce qui est dur, c'est très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Ah ouais, c'est ça. Ouais, On ouais, a un avec truc. ouais, c'est vrai que ça fait effectivement. Mais il faut exploiter tout, en fait, toutes les plages horaires disponibles Ouais, parce c'est que ça. C'est ça. y a pas trop le choix, quoi. T'as pas, du coup, il n'y a pas de concept de patinoire européenne ou nord-américaine ou peu importe où tu as vraiment la patinoire sportive qui sert aux entraînements, qui te permet de développer, etc. Tu es toujours dans un contexte de investissement économique commercial avec une Mhm. glace. Et du coup, c'est une partie d'exploitation. Donc, j'imagine que les coûts ne doivent pas être Ouais. anodins de location de patinoire et que même pour les jeunes qui veulent s'y mettre, etc., c'est un coût pour les parents et pour les familles qui n'est pas négligeable, quoi. Non, ça c'est sûr, c'est complètement hallucinant. Enfin, une heure de glace ici, ça varie entre 800 et 1500 euros l'heure de glace. Donc, enfin, moi, je me rappelle quand on était en France, je ne veux pas citer de clubs, mais les heures de glace, quand c'était plus de 100 euros, on pensait que c'était trop cher. Et là, c'est 10 fois plus. Donc, voilà. Mais après, c'est la réalité des logements, enfin, de tout l'espace locatif ici, quoi. Enfin, Ouais, et puis du coup, ça correspond sûrement aussi enfin, j'imagine, au salaire, au niveau de vie général, quoi. C'est pas, c'est faut pas ça. essayer de transposer purement le prix, voilà, quoi. Ouais, c'est ça. C'est C'est sûr, parce que ça. si toi, Donc, tu touchais un SMIC ou quasi avec le prix des apparts ou tout, c'est c'est sûr ça. que ce serait compliqué, là, pour C'est le coup. ça. Impossible. Alors, Impossible. bah, Là, voilà, non, c'est tout s'emboîte pour que ça fonctionne comme il faut aussi, quoi. toi, tu participes au développement du hockey à Hong Kong. J'imagine que, comme les autres expats ou même locaux qui participent et qui essayent de développer ce sport, vous partiez un peu de pas grand-chose. Je ne sais pas quand tu es arrivé, toi, comment c'était, etc. Mais voilà, comment tu travailles cette matière-là qui est un peu brute et que tu amènes voilà, tes jeunes Hongkongais vers, je sais pas, un hockey peut-être plus structuré, moins individuel, On est etc. vraiment parti sur. Enfin, dans l'optique, c'était vraiment structurer le jeu des enfants parce que techniquement, ils étaient déjà très bons. La raison, c'est que la plupart des hockeyeurs ici sont tous issus de familles très aisées. Euh, je pense que quelqu'un qui participe à tous nos programmes doit payer pas loin de entre 10 000 et 15 000 euros la saison, donc facile. Et donc ces gens-là, ils ont envoyé leurs enfants faire des stages, les camps NHL aux États-Unis. Ils vont en Russie faire les stages Ivanov, ils vont en Finlande faire les stages. Donc ils font. Donc avant que j'arrive, quand je parlais aux enfants, chaque année, ils faisaient 2 à 3 stages à l'étranger de skills. Donc bien sûr, ça les aide. Et puis ici, on a beaucoup de pas de centre d'entraînement, mais des glaces synthétiques avec des coachs, donc qui leur apprennent à shooter, pas toujours la bonne technique, mais qui leur apprennent à shooter, qui leur apprennent à faire, enfin tout ce qui est skill individuel. Ils peuvent louer une partie de la patinoire pendant la séance publique, comme je disais, pour En gros, s'améliorer. tu fais un All-Star Game avec les petits jeux de skills et tout. Là, il Voilà. serait très fort. Voilà. La difficulté, par contre, c'est quasiment de refaire la base. Moi, c'est ce qui m'avait
pas choqué, mais quand je suis arrivé, c'est là où j'ai pris ma petite claque, c'est que premier jour, je suis arrivé sur un camp d'entraînement et je me suis dit, oh, ils sont vraiment bons, ça va être cool, hein. Et puis après, j'ai vu le premier match, j'ai dit, oulala, ah ok, il y a du boulot. C'était un défi Donc, intéressant pour toi, voilà, le côté justement, ouais, waouh, j'ai des individus, techniquement, il se passe un truc vraiment fort. C'est pas forcément ce qui est le plus simple non plus à acquérir, ils l'ont déjà. Mais par contre, ouais, il va vraiment falloir qu'ils comprennent que culturellement, le sport collectif, ça a du sens et que c'est comme ça qu'ils progresseront tous ensemble et qu'il y a besoin de ouais, de l'apport de tout le monde et des qualités de tout à chacun et pas en gros d'accepter un peu une hiérarchie qui serait le plus doué techniquement il prend le palais, il se débrouille tout seul, et puis les autres, ils sont autour, et voilà, quoi, ils se débrouillent un peu. Quoi. pour moi, c'était vraiment un défi intéressant et dans lequel je me sentais bien parce que les, les skills individuels, c'est pas trop ma tasse de café. Enfin, on en fait à des entraînements, mais je suis pas trop là-dedans. Moi, je suis plus dans le plaisir de jouer ensemble et leur apprendre à construire des choses ensemble. Et sachant que ce qu'ils vont construire maintenant, c'est pas que le hockey, ça sera des trucs qu'ils auront sûrement pour la vie. Et ça, moi, c'est ce que j'aime dans le hockey. Donc, on est parti de là. Les parents mon patron était peut-être un petit peu sceptique au début, quand je suis arrivé avec ce discours-là. Et puis, ben, finalement, au fur et à mesure des années, là, en 3 ans, j'ai la totale confiance, que ce soit de mon patron et des Tu as parents. passé le cap de démontrer par les faits que ton discours tenait la Ouais, route et que ça les faisait effectivement progresser collectivement et que tu avais un ouais, retour positif. Mais il a fallu en quelque sorte franchir une espèce de barrière un peu culturelle de ouais. attention, je vais changer un peu les habitudes, on va travailler de cette manière-là, mais faites-moi confiance, là où on va aller, vous allez tous vous sentir mieux et vous allez être meilleurs. Ouais, ça n'a pas toujours été facile. Au début, c'était compliqué de changer certaines choses. Mais ils ont réussi à me faire confiance. Et puis les résultats sont vite arrivés parce que si les gamins sont forts techniquement et que tu leur apprends un petit peu ce qui leur restait à apprendre, bah, quand on part en faire des tournois tous les mois et que notre hockey il est beau à regarder, eh ben, du coup, ça change un peu. Enfin, les gens se disent ah, ça marche. Et puis, il avait raison. Et puis, même si des fois on perd parce qu'on va jouer contre une équipe qui a un ou deux gars qui sont beaucoup plus techniques, mais que nous, on aura fait un super jeu technique. Et puis, bah oui, on aura peut-être perdu d'un but parce que le bon joueur a marqué 7 buts quand nous, collectivement, on aura marqué 6. Bah même ça, maintenant, les parents, enfin, ils sont contents juste de la manière dont on joue et que Ouais, ça puis leur suffit, dans quoi. le temps, ça te donne forcément raison parce que une équipe qui tient sur un individu, deux ou trois joueurs Ouais, exceptionnels, le jour où ils sont pas ouais, là, il n'y a plus rien derrière. c'est Toi, tu sais que tu c'est formes un ça. collectif et que en plus la progression collective chaque année va faire que peut-être tu te rapprocheras du niveau de ces joueurs-là, mais collectivement et Ouais, tous auront leur rôle. Ouais, c'est ça qui tient à cœur, j'imagine. ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, ouais, après, on était aussi dans des mentalités asiatiques qui sont un petit peu. Enfin, ils sont très forts pour les sports individuels, mais pour les sports collectifs, ça n'a jamais été vraiment leur, leur, leur fort. Et puis, mais bon, là, on prend beaucoup de plaisir ensemble. Donc, c'est vraiment cool. Et les enfants progressent et on a du fun. On a du fun. Bon, mais justement, on n'a même pas parlé de ça, mais la structure du hockey à Hong Kong, elle est comment c'est réparti au niveau des championnats de jeunes, au niveau des championnats adultes, du loisir ou du plus pro, entre guillemets? Est-ce que vous avez un championnat ou une base de ça? Comment vous arrivez à faire des matchs? Alors, il y a 5 clubs à Hong Kong, enfin, 5 clubs principaux. Après, il y a des petites associations, des petits regroupements de joueurs, mais on va dire il y a 5 clubs et on joue pas les uns contre les autres. On joue pas les uns contre les autres parce qu'il y a il y a un peu cette crainte au niveau des dirigeants. Nous, les entraîneurs, on aimerait, enfin, on parle avec les entraîneurs des autres clubs et puis on n'est pas, enfin, certains clubs ont aussi des expats en entraîneur, donc on se parle, on se parle en langage hockey. Et du coup, nous, on a du mal à comprendre.
Mais la peur de nos dirigeants, un peu, c'est que si un club gagne tout, il va attirer tous les autres Aspirer joueurs de tous les Hong Kong. Parce que, potentiels et puis en gros, il restera plus qu'un club, quoi. on l'a dit, Hong Kong, c'est tout petit. Et du coup, c'est facile de changer de club. C'est pas comme. Enfin, moi, je suis de Villars, on a Grenoble à côté, mais en France, t'as pas des clubs à 500 mètres l'un de l'autre, quoi. Donc là, on est tous à 4 stations de métro différents. Donc c'est facile de changer. Il n'y a pas de match parce que la conception générale, c'est on a besoin de plusieurs clubs pour développer et de garder Ouais, ce maillage-là. Et il y a une peur que s'il y a une équipe qui sort un peu du lot ou deux, les parents inscrivent tous leurs gamins que dans ces équipes-là et que du coup, voilà, ça déshabille les autres clubs, quoi, c'est ça? je pense il y a aucun des clubs qui est prêt à perdre ses enfants. Et du coup, on va dire, si on part du plus petit club au plus haut, ils se disent non, non, moi je joue pas contre vous parce qu'après j'ai plus personne qui reste chez moi, quoi. Donc non, on va dire, les dirigeants sont des têtes fortes dans le hockey, donc du coup, enfin ici, quoi. Et du coup, ils ont du mal un petit peu à travailler ensemble des fois. Et puis, mais c'est vrai que enfin, ça serait bien qu'on arrive à jouer les uns contre les autres. Mais Ça, c'est pour la base. Il n'y a pas trop, il y a pas de match entre vos équipes que ce alors, soit en jeune ou en adulte. Si en adulte, il y en a, j'imagine. il n'y a pas de match entre les clubs, mais enfin, nous, par exemple, comme on a un gros bassin de joueurs, on arrive à faire on appelle ça une City League. Donc on a, par exemple, on a des 4 équipes U8, 4 équipes U10, enfin ça dépend des années, mais on arrive à tourner autour de ça, entre 4 et 6. Ok, donc Ouais, ça, vous avez plusieurs équipes dans chaque catégorie ouais. et qui vous permettent de Et du jouer coup, en interne, en fait, quasiment ça. tous les week-ends, on joue en interne et puis enfin, chacun a une équipe avec un autre maillot d'un sponsor. Et puis, on va dire, il y a, c'est pas comme, il y a plusieurs clubs dans le club presque. Ok, Même ok, si ok. Vous avez créé votre il y a championnat plusieurs interne équipes quasiment. dans le club. C'est un championnat interne, mais après, on a des joueurs qui s'entraînent ensemble. Dans ta philosophie, vous équilibrez les équipes pour que ce soit intéressant en termes Ouais, de match-up et ouais, tout. Vous n'êtes pas là à faire une équipe un, ouais. 2, 3 et 4, etc., quoi. Pour tout ce qui est, pour tout ce qui est en interne sur Hong Kong, on équilibre les équipes. Quand on peut, on fait des niveaux. Par exemple, on a le double A et le A pour que tout le monde prenne du plaisir. Depuis 2 ans, on a réussi à mettre des équipes de surclassés. Donc, en fait, nos meilleurs U8 forment une équipe pour jouer dans la division U10, et puis ainsi de suite. Ça veut dire qu'en gros, si tu as licencié Typhoon, tu participes à tout ça. Mais par exemple, un gamin qui est dans un autre club qui n'a pas ce fonctionnement interne, il peut ne jouer aucun Ouais. match de l'année, quoi. Il y a 2 autres clubs sur les 5 clubs que je t'ai dit. Donc, nous, on a notre ligue interne. Les 2 autres clubs ont aussi leur ligue interne. C'est juste que vous croisez pas. On les croise une fois dans l'année quand il y a le gros tournoi en Asie qui a lieu à Hong Kong et on se croise une fois dans l'année. Et là, D'accord. la tension est à son maximum. Ah ouais, c'est le rendez-vous à pas rater pour Euh, vu de Hong Kong. Ah ouais, du coup, il faut qu'il y ait un contexte international, entre guillemets, asiatique pour. Voilà, parce que là, du coup, c'est pas du contexte purement hongkongais, donc ça. ouais, là, ça passe plus facilement. Et puis tous les parents, ils voient plus ou moins que par ce tournoi parce que c'est chez eux. Il y a des équipes étrangères. C'est quelque chose un tout petit peu médiatisé. Enfin, il y a des vidéos qui sortent sur Internet. Il y a je sais pas comment on dit, des lives Ok. sur YouTube et tout ça. Petit Et reportage, tout du ça coup, sur YouTube. ça, ils veulent pas le louper. ça, ils peuvent pas se permettre de dire aux parents, non, on va pas faire ce tournoi parce qu'il y a tel ou tel club qui joue aussi. Ah, celui-là, il le faut. Ça te permet de vraiment te jauger en tant que, Ouais, enfin, pour les Typhoons par rapport au niveau asiatique, parce que vous avez quoi en face des clubs quand tu dis asiatiques, c'est des Coréens, des Japonais, des Chinois, ouais. et puis après quelques équipes étrangères invitées, c'est ça? De plus loin? Bah, il y a la Thaïlande qui est vraiment pas mal. La Thaïlande est vraiment pas mal. Après, Taïwan aussi. La Chine, chez les tout petits, sont excellents. Japon, Corée aussi. Avec toi qui as connu aussi Ouais. du coup, forcément des tournois de jeunes en Europe, en France en particulier,
par rapport au niveau, tu te dis à ce niveau-là encore, chez les gamins, ils Je tiennent la pense marée, que, quoi. Tu les mettrais face à je des pense, équipes nord-américaines, russes ou européennes, ça tiendrait ouais, bien la ouais. marée. On a fait des tournois avec nos U10, on a fait enfin, ils appelaient ça championnat du monde, on avait fait ça en Chine. Il y avait une équipe finlandaise, une équipe russe, une équipe, et puis je crois qu'on avait fini troisième Ah ouais, excellent. sur 8 équipes. Donc non, non, je pense que sur U8, U10, on est vraiment pas mal du tout. Après, dès que ça passe au-dessus, ça devient compliqué pour la simple et bonne raison, c'est les heures de Ah, base. il Je faudrait pense, multiplier les entraînements et là, tu es limité. tu vois, en France, un U8, U10, il va s'entraîner une fois, 2 fois par semaine. Nous, ici, ils vont s'entraîner aussi 2 fois par semaine, plus tout leur entraînement individuel qui sont prêts à investir dedans. Donc, ils s'entraînent même, on va dire, plus. Sauf qu'en France, dès que tu arrives sur U12, tu rentres dans des centres de formation ou dans des sports-études et là, tu commences presque à toucher la glace tous les jours. Sauf qu'ici, bah, Impossible. Ouais. ils font jamais plus que 2 entraînements par Mm. semaine et puis des trucs individuels. Sauf que quand tu passes U12, U15, enfin U16, U18, c'est plus de l'individuel que tu as besoin, Ça fait des c'est grosses plus différences. de Ouais. l'équipe. Du coup, c'est ça qui fait vraiment la différence avec les autres nations. Donc, je dirais que U8, U10, on est vraiment sur du bon niveau et que après ça passe à dégringole et on stagne par rapport aux autres équipes qui, eux, se Ouais, c'est ça. développent, Donc en fait, quoi. dans le processus de développement, toi, tu vois à 8, 10 ans, 12 ans, des gamins qui ont vraiment quelque chose et tout, qu'il faudrait Mm. sortir de leur contexte hongkongais pour aller dans un pays où ils ont ce temps de glace régulier, quasiment Ouais. quotidien. Et là, on en ferait entre guillemets, enfin, il y aurait des chances de voir des joueurs bah, dans les bonnes ligues européennes ou dans le monde, quoi. C'est pas simple à leur âge. On en envoie quelques-uns. Après, souvent, c'est aussi les parents qui prennent la décision. Enfin, nous, on leur dit que ça serait bien. On les freine jamais dans ces décisions-là. Mais on a pas mal de familles qui partent sur l'année. Quand ils ont fini le U10, sur l'année U12, on a, je veux dire, chaque année 4, 5 départs de bons D'accord. joueurs qui partent en Amérique du Nord, parce qu'il y a beaucoup d'Asiatiques et de Hongkongais là-bas. Il y a beaucoup de Hongkongais qui ont le double passeport. Donc c'est plus facile pour eux aussi de partir. Donc ouais, chaque année on en perd et on est content. Enfin, on est content pour eux parce Tu sais qu'ils ne qu'on seront pas sait que freinés nous, dans leur développement, quoi. donc, Du coup, tu es resté assez longtemps pour voir déjà des joueurs qui étaient partis à 12, 14 ans, avoir maintenant 18, 20 et jouer dans des ligues seniors ou j'en sais rien, en NCAA ou en. T'en as vu quelques-uns, des exemples comme ça ou... non, pas encore. On a un jeune qui est maintenant, l'année dernière, il devait être au Canada. Donc là, du coup, je sais pas comment sa saison elle s'est passée parce que c'était compliqué avec le Covid. Mais là, on a envoyé un jeune, je sais qu'il va cartonner au Canada. Et du coup, ouais, Euh, il est parti où exactement? Parce que c'est vrai que c'est vaste le Canada. Il est Canada anglophone, j'imagine. C'est quoi? Ils vont vers Vancouver et tout ça, naturellement? c'est ça, ouais, vers Vancouver. Donc, ouais, on en a beaucoup qui partent à Vancouver. Euh, mais non, du coup, non, pas assez longtemps parce que comme je dis, quand on est arrivé au tout début, les jeunes étaient bons, mais c'était Ouais, pas des joueurs d'équipe. Donc là, moi, je te parle d'un jeune enfin, quand je suis arrivé, il était U8, donc ah oui. on a quand même pu lui enseigner un petit peu ce que c'était le jeu collectif et jouer ensemble. Parce que s'il avait continué comme il était au début, je pense qu'il aurait même pas fait l'affaire au Canada parce qu'ils en ont des milliers des comme ça qui sont bons techniquement mais qui Ah ouais, là, c'est sûr que tu arrives derrière. dans la place la plus compliquée au monde pour creuser ton trou. Ouais. Ça c'est sûr. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Puis, et du coup, il faut vraiment que ce soit un projet familial, déjà parce qu'ils sont jeunes quand ils partent. Et puis parce que Ouais, bah, même là, du coup, culturellement, c'est quand même aussi une adaptation, même si ça ne doit pas être pareil que de faire ouais, Chine-Canada. Même de faire Hong Kong-Canada, ça doit déjà être quand même une forme d'adaptation ouais. à l'année. C'est autre chose que de faire un camp pendant un mois, tu vois, en mode vacances, et puis après tu reviens, quoi. Mais on a beaucoup de parents qui ont fait toutes leurs études au Canada et aux États-Unis. Ah oui, ok, ils ont cette expérience-là, donc ouais, il y a pas de. Ils ont gardé même ça au niveau de leur l'éducation qu'ils ont donnée ou de
ou des voyages, Ouais. ou de, ouais, il y a un pont, donc finalement, c'est. Historiquement, il y a, au moment de la rétrocession euh, entre le Royaume-Uni et la Chine, il y a eu il y a eu une grosse vague d'immigration des Hongkongais vers l'Amérique du Nord. Et ils sont revenus plus tard. Donc, c'est ces gens-là qui maintenant ont connu le hockey en ayant plus ou moins grandi aux États-Unis ou au Canada, qui maintenant sont rentrés à Hong Kong parce que tout ça s'était plus ou moins calmé et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à avoir autant de jeunes hongkongais qui font du hockey. C'est parce que leurs Et oui, parents c'est ça, la ont. culture. Les parents ont appris à connaître et à apprécier le hockey, donc ils ont inscrit Ouais, ou ils ont eu envie c'est de ça. retrouver ça à Hong Kong. Ah ouais, c'est intéressant, c'est vraiment le cycle. C'est comme ça que ça C'est s'est c'est pas. essaimé. Ouais. Et je dirais qu'il y a je dirais presque deux parents sur trois euh, qui ont fait leurs études en Amérique du Nord et qui du coup ont découvert le hockey en Amérique du Nord et qui, ils sont rentrés à Hong Kong et ont eu des enfants, bah, pour eux, c'était presque normal de leur faire découvrir le hockey. Ils disaient, ah, bah, on a vu ça quand on était jeune, quand j'étais au collège aux États-Unis, au Canada, et puis ça avait l'air fun. Il y a un club ici, viens, on va essayer. Et puis je pense que c'est pour ça qu'on arrive à toucher autant de jeunes asiatiques hongkongais, parce que finalement, nous, on n'a pas beaucoup d'expats dans notre club. Très peu. Ah, ça, c'est vraiment, ça, c'est très intéressant. Contrairement à certains pays qui ont, effectivement, on retrouve beaucoup d'expatriés. Là, c'est vraiment intéressant de travailler avec des Hongkongais, quoi. C'est ce qui est intéressant. Il y a une équipe nationale voilà, qui commence à avoir un peu d'allure ou qui a un peu d'ambition, ou comment ça se passe? En fait, un des, un des cinq clubs, c'est c'est la Fédé internationale. Alors, nous, ça nous paraît complètement insensé. Mais du coup, ce club a sa propre ligue, ses propres joueurs. Ils sont financés par la Fédé internationale, quoi. Il a dit, en gros, on veut développer le Voilà. hockey dans le monde. Donc là, on a un club, enfin, club Voilà, nation, enfin, club équipe nationale. du coup, la Fédé n'est pas du tout indépendante, quoi. Ils ont leur propre truc. Et puis chez les jeunes, ils s'en fichent un peu. Même si ça arrive que chez les meilleurs, ils leur disent ah, tu devrais devrais venir chez nous, comme ça tu joueras en équipe nationale. Mais bon, chez les jeunes, au bout d'un moment, ils préfèrent, enfin, ils ont le temps. Ouais. Ils ont le temps, mais c'est vrai que quand ils arrivent U15, chaque année, on perd beaucoup d'enfants parce qu'ils leur disent ah, mais attends, cette année, si tu veux que je t'envoie au Ah oui, championnat du ils ont les portes monde. d'entrée vers tous les compétitions internationales officielles, Si quoi. tu veux que je t'envoie au championnat du monde, il faut que tu sois dans mon club. Et puis chaque année, on en perd sur U15 comme ça, quoi. Ah, en gros, tu formes tous Donc les gamins et après ils changent le maillot, ils leur mettent le maillot équipe nationale et puis du coup voilà. ah ouais, c'est effectivement particulier, Ouais, quoi. ouais, c'est frustrant, mais bon, moi, je serais content de voir des gamins que j'aurais formés sur des compétitions internationales, même si, enfin, Oui, carrément. c'est leur maillot, c'est leur maillot, c'est le maillot de leur pays, donc non, je serais fier. Est-ce qu'ils mettent les Euh, moyens? Parce que c'est la vraie question, c'est ça, c'est OK, ils les prennent à 15 ans, mais est-ce que du coup, ce que tu disais, la problématique de temps de glace, de trucs et tout, c'est résolu à ce niveau-là ou même pas? Parce que c'est ça qui non, serait non. intéressant. Quitte à ce qu'ils soient fédé international, à la limite, j'ai envie de te dire, ils auraient mieux fait, au lieu de sponsoriser un club, la fédé internationale, de faire une patinoire sportive Mm. hongkongaise purement pour le hockey, de financer Ouais. ça, et puis là, de dire, OK, bah là maintenant, on va développer à partir de 15 ans, ça peut être ça tient la route, hein. Il y a des Ouais. clubs écoles, entre guillemets, un peu partout, et à partir de 15 ans, on prend les meilleurs, et là, on les développe tous les Bah, jours, sport, études, tout ça, quoi. nous, c'est ça qu'on aimerait. C'est ça Eh qu'on oui. aimerait, mais ça n'existe pas. Et non, non, il y a pas. Enfin, nous, on est un peu dégoûtés quand on les voit partir parce que on sait que pendant l'année, ils vont pas spécialement progresser. Là, Enfin, pas d'exploitation du potentiel, ouais. c'est pas un programme de qualité. Donc voilà. Après, on comprend que voilà, les jeunes, ils veulent avoir le logo sur le maillot et puis pour les parents mettre sur Facebook une photo de leur enfant avec le maillot de l'équipe nationale. Mais ouais, non, on a un peu, on préfère.
on préfère les voir partir aux États-Unis ou au Canada ou en Europe pour continuer leur Pour leur développement, qualité de développement, ouais. ouais, pour leur qualité de développement, plutôt que partir pour juste mettre ce maillot de l'équipe nationale, parce que je suis convaincu que si un jeune, bon, ouais, ça c'était peut-être pas spécialement vu avant, enfin ça c'était souvent vu avant, mais j'étais pas là pour le voir. Mais un gamin de chez nous qui fera un bon parcours chez nous, qui fera un bon parcours en Amérique du Nord ou en Europe, l'équipe nationale elle va le prendre de toute manière, même s'il ne fait pas partie de son club. Il Ah faut oui, bien arrêter sûr. de. Bah oui. À un C'est moment le donné, ils principe veulent gagner. d'une sélection nationale. C'est plutôt Ils un veulent petit gagner, step voilà, ils entre veulent guillemets gagner de les resserrer autour compétitions, de. ils veulent monter dans les échelons et donc oui, ils vont les prendre, mais Du coup, ça fera un sacré fossé entre ceux qui veulent continuer à mettre en avant parce que entre guillemets, ils payent pour être là et qu'ils portent le maillot, et ceux qui ont été du coup continuer à être formés et profiter de beaucoup d'heures de glace et qui ont un niveau assez incroyable, quoi. Ça peut même avoir l'effet inverse de pas dégoûter, mais de frustrer un peu ceux qui viennent de l'étranger en se disant, mais attendez, enfin, on a une moitié d'équipe en gros ou un tiers d'équipe où voilà, on a nos repères, on a été formés de qualité, puis on se retrouve avec des joueurs qui sont à des années-lumière de ah, notre niveau, quoi. on voit chaque année, bah, quand on fait le gros tournoi, l'équipe nationale a une équipe 15 ou 16 qui joue et puis bah, avec notre équipe à nous, on les bat. Donc, c'est dommage. Et puis en plus, on joue contre des joueurs qu'on avait avant. Et Des anciens de souvent, chez vous, c'est ça, mais qui ont juste on se dit, lui, il aurait le jamais dû gâchis. partir Ouais. parce que. Voilà. Ouais, ouais, ça Mais doit bon, être frustrant. après, on est content de les voir. On est content de les voir sur les compétitions internationales. Tu sais, il y a cette espèce de compétition chez les jeunes. Je crois que le dernier, c'était à Sochi, où ils prennent deux enfants, Oui, enfin, exact, ouais, ouais. deux jeunes hommes et deux jeunes femmes, et puis ils mixent les équipes et tout. Donc là, on avait deux Hongkongais, et puis les deux, ils avaient fait toute leur formation chez nous. Donc Wow. on était fiers de les voir, Ah bah oui, c'est on génial. était fiers de les voir là-bas. Et en plus, c'était avec des Français, donc j'étais content. Ils étaient tous les deux avec. Ouais, c'est beau clin d'œil pour toi, ouais, super. Super. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, donc, tu es français, tu es le seul français dans ton club de Typhoon, mais les autres entraîneurs, tu as aussi t'as d'autres étrangers avec toi, hein, c'est ça, pour coacher Ouais. les jeunes. On a un Finlandais et un Canadien. Et là, on a un autre Français qui vient faire un stage, jeune gardien qui vient faire un stage pour nous aider sur la préparation physique et sur l'entraînement des gardiens. Parce qu'on avait un entraîneur tchèque pour les gardiens, mais avec le Covid, avec la Oui. situation du Covid, il est rentré chez lui. Et du coup, pour finir la saison, ce jeune-là qui m'a contacté, il cherchait un stage dans la préparation physique. Et puis, du coup, ça a tombé à pic. Et là, il devrait prendre l'avion le 25, donc dans 2 jours. Ah ouais, bah excellent. Bah, on croise les doigts pour que tout se passe bien. La période est tellement incertaine que c'est vrai que dès qu'il y a une petite fenêtre de tir, il faut en profiter pour voyager quand on peut. C'est pas forcément évident. Ouais, ouais. Alors, toi, pour revenir un peu sur cet épisode-là, toi, t'es pas arrivé à Hong Kong directement. On va dire que ta porte d'entrée, ça a été un peu la Chine parce que tu as, voilà, t'as rencontré ta future femme en France, mais qui est chinoise. Et du coup, tu as commencé par aller en Chine, notamment pour votre fille, etc. Pour après Ouais. être du coup avoir ce contact avec Hong Kong et décider de partir à Hong Kong, c'est ça, si je ne me trompe pas? J'avais des propositions au début sur la Chine. Je savais que j'allais pouvoir coacher un petit peu par-ci, par-là. Mais bon, on était vraiment. La première idée, c'était que ma fille apprenne à lire le chinois et à parler le chinois. Elle le parlait avant avec sa maman, mais je pense que c'était le bon âge pour elle. Elle venait de faire son CP en France, donc apprendre à écrire et à lire en France. Et on voulait qu'elle fasse un CP en Chine. C'est ce qu'on a fait. C'était une sacrée aventure pour tout le monde, surtout pour elle. Je pense que ça lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et notamment sur le système éducatif dans les autres pays, que c'est pas tout le temps facile.
C'est pas une Puis, école internationale dans une grande ville non, chinoise ou quoi, c'était pas ce contexte-là du tout. non, non, c'était pas, c'était une école chinoise locale. Donc, elle était la seule étrangère. Donc, nous, on est arrivé là-bas en se disant, on la met au CP. Et puis, bah, c'est pas grave, elle aura un an de moins que tout le monde, mais voilà, elle Ouais, puis parle le chinois, le les comprend. petits, on se dit, ils s'adaptent vite, ils vont, Ouais. elle va se faire des copains. Dans notre tête, on se disait, ça va passer. Les autres jeunes chinois à cet âge-là, ils vont aussi apprendre à écrire et à lire. Sauf que non, sauf que non. En fait, ils savent déjà tous écrire, ils savent déjà tous lire à cet âge-là. Et du coup, ça a été un sacré challenge pour elles. Parce Pour qu'en essayer de Chine, ils ont rattraper tout. c'était un train, un TGV en marche, en gros, qu'il fallait essayer Ouais, de prendre, quoi. c'était, voilà, voilà. Et c'était, il y a un TGV qui est passé devant, on lui a dit, il faut que tu rentres dedans. Et puis, sauf qu'elle a du mal elle a eu du mal à l'attraper. Et puis, ça a été vraiment compliqué parce que là-bas, les jeunes, ils enchaînent les cours particuliers de chinois, de maths, de tout ça. Donc, en fait, et quand ils sont tout petits, donc quand ils arrivent au CP, ils savent déjà tous lire et écrire, ils savent déjà Ouais. tous compter. Ils Ouais, sont déjà sur d'autres ouais, savoirs, d'autres apprentissages, quoi. ouais, ouais. Ils jouent Ouais. déjà tous aux échecs, ils sont déjà tous super au top. Donc du coup, c'était compliqué. Elle en a bavé. Elle a passé des soirées en pleurs, à faire des devoirs. Ah ouais, Puis des devoirs qui n'étaient j'imagine. pas forcément, c'était beaucoup du par cœur, donc c'était pas trop quelque chose que j'aime, et puis elle non plus, normal. Ouais. Mais bon, c'était le système qui était comme ça. Après voilà, elle a vécu cette expérience, et puis moi, pour moi aussi, c'était compliqué parce qu'on était dans une petite ville qui devait être grand comme Lyon, mais ça paraissait petit. Et il y avait personne, très peu de personnes qui parlaient anglais. Enfin, j'ai même pas le souvenir d'avoir trouvé quelqu'un avec qui parler d'autre qu'avec ma fille. Donc Ah ouais, ça a donc été pour tout, c'est finalement, mais même pour ta femme, c'était pas simple. Bah, j'imagine quand on voit sa fille et puis son conjoint qui voilà quoi, qui ont un peu de mal et qui malgré leurs efforts sont un peu comme jetés dans un bain d'eau bouillante là, ça doit pas être facile non plus quoi. Du coup ça. ouais. Après c'était enfin ouais, après c'était notre décision. On savait que Ah ça oui, allait pas d'accord. être facile. Enfin, je comptais pas m'apitoyer sur mon sort ou faire pitié à qui que ce soit, hein. Je savais que ça allait être une aventure. Je savais que si ça marchait pas, je pouvais toujours rentrer en France ou je pouvais toujours tenter l'aventure ailleurs. Donc non, c'était difficile, mais on s'était dit, ben voilà, on fait ça et puis si on trouve autre chose, on trouve autre chose et puis c'est ce qui s'est passé. Après, moi, j'ai trouvé un petit boulot. Enfin, on m'a contacté pour un camp NHL parce qu'ils faisaient des camps dans les villes chinoises. Et puis Shanghai avait un camp NHL, donc il m'avait fait venir pour être entraîneur. Et, euh, et puis du coup, de là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a envoyé faire un autre stage dans une autre ville chinoise, mais avec le club de Hong Kong. Et puis ça s'était super bien passé. C'est là que le lien Et s'est du coup, créé ouais, avec Hong Kong quoi. ouais, voilà, le lien s'est créé avec Hong Kong. Ils ont adoré le boulot que j'avais fait là-bas en dirigeant le stage. Et puis, du coup, ils ont voulu me faire venir. Je pense que c'était fin janvier. Et puis, du coup, en février, je débarque. Et puis j'essaye. Au début, je m'étais dit, j'y vais, j'essaye pour 2 mois. Je pars tout seul. Je finis un contrat de 2 mois et puis on verra après. Et puis, en fait, je crois qu'au bout de 3 semaines, ils m'ont proposé un contrat de 2 ans. Et puis, je leur ai dit, bah, ok, très bien. Moi, j'adore être ici, mais par contre, je peux pas être loin de ma famille. J'ai besoin de ma fille auprès de moi. Ah oui oui. Du coup, je l'ai fait venir ici. On a fait les inscriptions pour l'école et changer de logement aussi parce que quand tu es tout seul, tu habites dans un tout petit studio, mais après, faut un plus grand appartement pour la famille, quoi. Et du coup, vous avez plus envie d'en partir maintenant, vous avez trouvé votre équilibre là, et puis toi, professionnellement, tu t'éclates à vivre du hockey? J'ai aucune envie de partir. La petite au début, c'était difficile, hein. C'était difficile quand elle est partie de France parce que voilà, elle laissait ses copines. C'était difficile quand elle est partie de Chine aussi parce que en un an, elle s'était fait des copines et puis elle avait réussi à trouver le rythme. Euh, et puis là, maintenant, non, elle est contente d'être ici. Ça fait 2 ans, enfin un peu plus de 2 années scolaires qu'elle est là. Euh,
Donc non, elle a plus envie de partir. Et puis ici, enfin, pour moi, c'est une chance de l'avoir grandir ici. Alors oui, l'école est super chère. L'école internationale française est super chère, mais bon, ça va avec le salaire, ça va avec tout. Enfin, ce qu'on disait avant, hein. Ouais, puis c'est On vrai qu'il n'y a paye pas de, tout entre guillemets, il cher, n'y a mais pas de on petits gagne. investissements en la matière, Voilà. quoi, quand c'est l'éducation de ses enfants, hein, c'est Ouais, essentiel. voilà. Mais voilà, le cadre ici, c'est super safe, quoi. Moi, la journée, elle part faire ça. Elle a 10 ans, et puis, enfin, une fois qu'elle a fini ses devoirs, je la laisse sortir. Elle va au skatepark, elle va voir ses copines, elle va faire ses trucs, et j'ai aucune crainte. Alors qu'en France, je serais beaucoup plus inquiet par rapport à sa sécurité, et Mais ça, c'est c'est fou sûr, hein. ça. Enfin, Et j'ai c'est bossé vraiment pas mal intéressant. dans les écoles en France, c'est compliqué, hein. Les sorties d'école, tu vois des choses qui sont pas jolies, jolies, quoi. Alors qu'ici, niveau sécurité, j'ai l'impression qu'on est vraiment au top. Je sais pas c'est quoi les rankings par rapport au pays, mais moi j'ai Mais tu le l'impression que sens. c'est C'est l'endroit. vraiment quelque chose qu'on sent. Enfin, je regarde pas mal la chaîne Ici Japon sur YouTube où voilà, c'est un Français qui est expatrié là-bas, mais qui a vécu dans plusieurs pays d'Asie, etc. Et il dit que c'est pareil. Ils ont fait même des tests avec des vélos laissés en plein milieu d'endroits. Tu vois, pas attachés ni rien, ça bougeait pas. Enfin, c'est Ah, incroyable tu vois, de faire semblant d'oublier son téléphone ou son portefeuille. Les gens le ramenaient au poste enfin, des trucs comme ça. c'est ça, non, ben, Et là, l'impression, elle se vit dans plusieurs pays du monde, hein. Moi, je l'ai vécu au Québec et à Québec en particulier. Et tu as des petites choses après que tu regardes. Moi, je voyais par exemple, les commerces, ils laissaient tous leurs trucs dehors. Tu vois, genre, je sais pas, les tables, les chaises, les trucs, les décos. ah, Jamais c'était ah, vandalisé, cassé, volé, rien quoi. Tu vois, et l'impression que tu as au quotidien, elle est complètement différente quand tu vis dans ce contexte-là, quoi. ah. Enfin, Ouais, non, mais tu vois, en là, France, c'est je sais la même pas, chose, hein. tu as suivi un peu l'histoire, mais en France, je me suis quand même fait arnaquer comme rarement par un mec qui a tout organisé un truc. Je suis rentré du Québec avec mon sac de matos. Il y avait quasiment 15 000 euros de matos dedans. Je me suis fait tirer à la gare en arrivant et tu te dis, putain, mais sans déconner, c'est fou, quoi. Tu vois, t'as cette Ouais, impression-là non, de. Faut toujours faire attention ici, quoi. ouais, ici, on n'a pas ça. En fait, tu vois, dans les métros, tu as des télés et tu te dis, enfin, au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, on sera à Paris, la télé, elle serait pas une demi-journée, quoi. Non, là comme tu disais, les magasins, ils se font livrer tôt le matin. Et puis, bah, je sais pas pour combien de nourriture, les restos se font livrer, c'est tout posé devant, jusqu'à ce que le propriétaire du resto il ouvre sa porte. Donc, des fois, ça peut peut-être rester pendant 2 heures devant, et puis tu as des super produits de qualité qui sont juste posés devant, il n'y a personne qui y touche. Pareil pour les vélos, ouais, ça m'est arrivé de perdre mon portefeuille, on te le ramène directement. Tu as quelqu'un qui fait tomber un billet de 20 $ sur la plage, celui qui va le ramasser, il va faire presque le tour de toute la plage pour dire j'ai trouvé un billet de 20 $, c'est acquis. C'est incroyable ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais ça joue tellement sur le bien-être au quotidien et Ouais, le fait de ne pas être en stress. Tu vois, enfin, moi, je trimballe ouais, souvent ouais. du matos pour bosser et je suis tout le temps à me dire est-ce que la magnole est bien fermée? Il ne faut pas que les choses soient voyantes de l'extérieur. À quel endroit je me gare? Si je me gare en stop un peu, en va monter et descendre des trucs, il ne faut pas que je sois tout seul parce que sinon, tu vois, tu Ouais. es, tout le temps dans ce contexte-là, quoi. C'est un peu pénible, quoi. Et Puis, enfin, en France, ouais, on n'est pas non plus dans le Bronx, hein, tu vois. Enfin, on n'est ouais, pas dans les endroits les plus dangereux dans le monde, mais n'empêche que tu as cette ouais, c'est attention à ça. avoir pour pas te faire Du voler coup, ou moi, quoi. je suis super content de faire grandir ma fille ici, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est une chance pour elle, et je pense que elle peut profiter de ses après-midi sans qu'elle ait un papa qui soit super stressé à l'appeler toutes les 2 minutes ou à pas la laisser sortir. Donc là, du coup, elle fait des choses que je pense que je la laisserai moins faire en France. C'est vraiment passionnant de discuter avec toi. Je pense qu'on pourrait durer des heures et des heures. On a vu un peu ce que c'était que le hockey à Hong Kong aujourd'hui, les limites du fait d'avoir peu de glace, peu de temps de glace exploitable dans des centres commerciaux et puis voilà, une fédération pas organisée forcément de manière idéale, etc. Mais en même temps, on voit que tu t'éclates, que tu représentes voilà, dignement et fièrement la France à l'étranger, dans un pays où on ne s'attend pas forcément à entendre parler de hockey, mais où ça se développe quand même. Il y a des choses qui se font, il y a des joueurs qui partent vers l'étranger qu'on retrouvera sûrement probablement dans quelques années. Donc, bah, c'est juste excellent. C'est vraiment l'idée de cette rubrique de ma vie de hockeyeur, de partager cette expérience-là. Et puis, on sait que les gens peuvent te retrouver aussi parce que tu organises des stages, notamment en Europe de l'Est, avec, où là, tu retrouves un peu du coup des Français et d'autres Ouais, Européens. C'est aussi un peu ton lien, si tu veux en parler un peu. ouais, Vas-y, je t'en.
je t'encourage à le faire. Ouais, non, bah, ça fait quelques années maintenant. J'avais commencé ça avec le club de Mulhouse. Euh, Ça doit faire 7 8 ans. On avait fait des stages. Moi, à l'époque, c'était vraiment le but de ces stages, c'était des stages de pré-saison. En fait, je voulais faire vivre une aventure aux enfants. C'est pas des stages de skills, c'est vraiment une aventure humaine où les enfants, on prend de quoi former une équipe. Et puis, moi, j'ai toujours ces souvenirs quand j'étais un jeune pro où t'arrivais puis tu partais une semaine à la montagne ou tu partais une semaine en Suisse et puis tu faisais un camp d'entraînement et puis t'arrivais, tu avais des joueurs qui venaient un peu de partout et puis tu les connaissais pas et puis il fallait plus ou moins faire ta place dans l'équipe aussi et puis il fallait faire sa place dans l'équipe et puis il fallait faire connaissance pour qu'il y ait une bonne alchimie dans l'équipe avant le début de saison. Et ça a toujours été des bonnes expériences pour moi. Et c'est ça que je voulais faire vivre aux jeunes. Et donc on fait ça en Tchéquie depuis 7-8 ans et ça fonctionne bien. On s'était bien calé les dates avant les regroupements équipes nationaux. Donc du coup, je touche chaque année à beaucoup de U16 ou U18 qui viennent via mon stage préparer leur camp. Et du coup, le niveau est vraiment pas mal, vraiment bon. Et puis ça commence à s'ouvrir un peu. J'ai eu quelques étrangers qui sont venus s'inscrire et puis c'est pas, ça fait son petit bout de chemin. C'est pas un boulot, c'était plus pour moi encore quelque chose à partager avec les enfants, à leur faire vivre quelque chose que moi j'avais vécu quand j'étais un jeune pro. À l'époque, c'était pas. Quand je vois les pros d'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais un amateur à l'époque, mais le hockey a tellement Ça changé. va vite, hein. Ouais. Mais ouais, non, du coup, c'est un partage. Et puis ça marche bien. Et puis maintenant, je vois des jeunes qui commencent à faire, qui ont fait les stages régulièrement et qui maintenant sont en équipe Magnus ou tout ça. Et ça me fait plaisir, quoi. C'est vrai, c'est un super lien avec. Voilà, c'est tout à fait le concept de l'émission et tout aussi, de ces partages Ouais, interculturels. Et puis ça te raccroche un peu aussi à ouais, la France quand même. J'imagine que tu essayes de revenir de temps en temps et puis voilà, de garder ouais. la famille et les amis ici, Et quoi. puis, ouais, et puis ces stages, ouais, ça me permet de faire des connaissances avec des jeunes Français, et puis de leur faire vivre des choses. J'avais fait venir 2 jeunes Français faire le tournoi ici à Hong Kong pour les intégrer à notre équipe. On était un petit peu short sur notre équipe U15, donc du coup j'avais fait venir 2 joueurs U15 et puis voilà, ils sont venus ici sur une semaine et puis ils ont profité de la plage en faisant du hockey et puis en découvrant Hong Kong. Donc c'était, je pense, un beau cadeau que j'ai pu leur faire par rapport à. Enfin, mon club m'a aidé parce que c'est eux qui les ont invités, mais voilà, je leur ai fait découvrir quelque chose, j'en étais fier et je pense que ça restera un très bon souvenir pour eux pendant quelques années. Excellent. Bah, alors, je t'avais demandé de mettre deux objets de côté, peut-être un ou deux objets pour représenter un petit peu ton aventure à Hong Mm. Kong et international. Est-ce que tu as ça près de toi? Ouais, j'ai ça, j'ai ça. Donc c'est notre maillot du club, comme tu as dit, qui est aux couleurs de la France. C'est vrai, bleu, blanc, rouge, couleur du Canadien ou de la France, en tout cas, suivant d'où on le voit dans le monde. Et puis avec voilà, ce design un petit peu de baseball presque, qui est sympa, qui est Ouais. original. Ouais. Donc voilà, non, bah ouais, je te montre ça parce que je suis très attaché au club dans lequel je bosse aujourd'hui. Bah, j'ai toujours bossé avec beaucoup de passion, c'est un peu ce qui m'a toujours caractérisé. Bon, on pourrait presque croire Mais, que c'est le maillot de l'équipe nationale d'ailleurs, hein, quand on le voit ouais. comme ça. Très Et du chouette. coup, ouais, j'ai beaucoup d'amour pour ce maillot et du coup, je suis très fier de le montrer et puis de le faire découvrir à beaucoup de gens. Bah écoute, défi, si je viens de voir à Hong Kong, tu m'en fais faire un au nom du hockey franco, puis je viendrai récupérer ça. Ça marche, Ça me fera plaisir. ça marche, ça marche. Et puis, le deuxième objet, c'est ma valise. C'est ma valise parce qu'on voyage beaucoup quand on est ici. On va beaucoup en Thaïlande, on va beaucoup Taïwan, Singapour, Corée, Japon, tout ça. Enfin, nous d'habitude, avant Covid, on allait faire un tournoi par mois
un tournoi de 5 jours Ah ouais, dans un des excellent. pays. Et puis, là, ça s'est calmé, mais à chaque fois, tous ces voyages de 5 jours, ça a toujours été des très bons moments. Comme je dis, je suis très bien accompagné avec mon club et puis mes collègues. Donc, du coup, à chaque fois, c'était des très bons moments. J'ai plein de souvenirs. Et puis, j'espère qu'il y en aura plein d'autres et que ce Covid, il va s'arrêter, qu'on puisse Ah, revoyager. c'est ça, ça. Je suis bien d'accord avec toi, avec tous nos projets. C'est vrai que moi aussi, j'ai toujours l'habitude de partir plusieurs fois par an. Quand on a pris le goût, c'est difficile, hein. Ouais. Là, on tourne un peu en rond, hein, chez soi après Bah quand là, on est on a sur le l'habitude de fin voyager. main. Bon, là, on a repris les entraînements il y a 3 jours. Donc, ça faisait presque 3 mois de break. Ça fait du bien. Ah oui, tu Ça m'étonnes. fait du bien. On a l'impression de voir une lumière au bout du tunnel. Donc, on sait les voyages, c'est pas pour tout de suite, mais au moins, Ouais, ça fait on du peut bien de se profiter un peu reconnecter parce que là, Mm. là, Ouais. c'était que du hors-glace, via Zoom. C'est l'horreur. Ça devenait insupportable. Donc là, on peut remonter sur la glace. C'est fun. C'est vraiment fun. C'est ça. Et puis, ouais, effectivement, vivement le retour des voyages. Toi, en plus, tu as connu ça avant aussi d'aller en Chine et puis à Hong Kong. Tu avais t'avais une expérience en Suède aussi. Tu as toujours été intéressé par la matière internationale que t'apportait le hockey, les rencontres avec les joueurs étrangers, ce qu'ils pouvaient t'apprendre en matière de hockey et puis aussi de culture. Mm. Et tu avais vécu cette expérience-là aussi en Suède. Donc, vraiment, voilà, ça fait complètement partie de ta vie d'être allé voir ce qui se passait ailleurs et puis ce sentiment de, voilà, d'arriver dans un endroit, de pas avoir les codes au départ, de pas forcément tout comprendre, d'avoir du très chaud ou très Ouais. froid ou très tout ça quoi. Bah ouais, je suis un baroudeur. Même en France, hein, j'en ai fait un paquet de clubs. En France, j'avais fait un paquet de clubs. Donc, non, j'ai souvent eu besoin des valises. Ouais. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Ludovic, Ça c'était marche. passionnant, vraiment. Merci à toi, merci d'avoir été le deuxième invité de ma vie de hockeyeur. C'est une rubrique que j'espère vraiment pouvoir voilà continuer. On a voyagé, on était en Australie avec toi, on était à Hong Kong, donc on verra quelles seront les prochaines destinations. Mais ça fait vraiment plaisir de voir des Français, des francophones, voilà, partout dans le monde vivre ces aventures-là. Donc bah, au plaisir de te voir. Voilà, j'ai vraiment très envie de venir te voir là où tu es, que je puisse constater de mes yeux ce qui se fait, le travail que tu peux faire. Et puis voilà, le hockey asiatique qui est vraiment très intéressant et qui voilà, faut garder un œil quand même sur le hockey asiatique hein, parce qu'on sait que les Chinois essayent de développer pas mal et Ah, de ramener leurs expats aussi pour former une équipe qui tient la route. Et c'est rare qu'ils essayent voilà, qu'ils fassent les choses à moitié. Donc, il faudra suivre sûrement le hockey asiatique par la suite. J'ai vu des jeunes Coréens aussi que j'ai accompagnés. Il y avait des très très bons joueurs, comme tu le dis. Donc, dans des bons parcours de formation d'excellence, c'est probablement qu'on verra de plus en plus de joueurs asiatiques. Aujourd'hui, on en a très peu dans les grandes ligues NHL, KHL, mais je pense qu'on en verra au fur et à ouais, mesure de plus en plus intense. je pense que ça arrive, ça arrive, ça arrive. Très Euh, bien. Bah écoute, merci ça beaucoup se développe. Ludovic, tout le meilleur à toi et à ta petite famille, et puis vivement qu'on puisse voilà passer au-delà de la caméra, au-delà du zoom, et puis de pouvoir voyager, de reprendre nos valises, comme tu me l'as montré. Bah, c'est moi qui te remercie encore. Enfin, c'est un plaisir. J'ai hâte de découvrir qui sera le troisième invité parce que, comme je dis, pour moi, t'es un lien avec la France et puis mes racines et en même temps, c'est du hockey, donc c'est cool. Et puis, non, c'est un réel plaisir de faire ta connaissance via Zoom et je serais heureux de te recevoir ici. Et puis c'est un honneur pour moi d'avoir participé à ton émission. J'en suis très content. Je te Un grand, remercie. grand merci Ludovic. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo du hockey franco. J'espère que ça vous aura plu vraiment. Moi je me suis éclaté avec Ludovic. Donc encore merci à toi et puis tout le meilleur. Et puis voilà, vivement que le tout reprenne. On a hâte là quand même. C'est bien les zooms, mais voilà, on a hâte. Salut Ludovic, merci pour tout. Salut!